À la une ce soir, session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs. Des membres du gouvernement étaient cet après-midi face aux forces vives de la nation. L'objectif final est de vulgariser le document dans le Mali profond afin de bénéficier d'une adhésion de toutes les sensibilités. Deuxième semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, une semaine dédiée aux enfants et aux femmes. La ministre de la Promotion de la Femme a remis des vivres et non-vivres à des services de l'hôpital du Point G. La saison des pluies bat son plein en ce mois d'octobre à Bamako et dans toutes les régions du Mali. Dans la région de Koutiala, l'on a enregistré ce mardi 8 octobre. Tenez-vous bien, 260 mm de pluie par endroit et les jours à venir seront plus humides selon les experts de Mali Météo. Pour en savoir davantage, une équipe de reportage a fait un tour en ville. L'ancienne première dame du Mali, Mme Traoré Mariam Sissoko, est décédée hier. La veuve du général Moussa Traoré aurait 80 ans dans quelques jours. Sori Ibrahima Keïta nous en dira plus dans ce journal. Et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Et nous sommes avec Ibrahima Djambélé. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Mariam Kone. Avec vous, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous, bienvenue. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant un règlement du budget de l'État 2023. La loi de règlement des exercices budgétaires constate le montant définitif des encaissements, de recettes et des ordonnancements de dépenses. À ce titre, elle rend compte de la gestion de la trésorerie de l'État et de l'application du tableau des financements de l'État, ratifie, le cas échéant, les ouvertures supplémentaires de crédits décidées par décret d'avance depuis la dernière loi de finances et régularise les dépassements de crédits constatés résultant de circonstances de force majeure ou des reports de crédits et procède à l'annulation des crédits non consommés, arrête les comptes et les états financiers de l'État et affecte les résultats de l'année, rend compte de la gestion et des résultats des programmes. L'exécution de la loi des finances 2023 a donné les résultats suivants. Sur une prévision de recettes de 2342,293 milliards de francs CFA, le recouvrement s'élève à 2212,508 milliards de francs CFA, soit un taux de 94,46%. Pour les dépenses, sur une prévision de 3032,288 milliards de francs CFA, l'exécution s'est située à 2718,680 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 89,66%. L'adoption du présent projet de loi permet de rendre compte au Conseil national de transition de résultats et d'exécution du budget d'État de l'exercice 2023 et de constater son règlement définitif. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant renouvellement du permis d'exploitation de Sadiola attribué à la société de recherche et d'exploitation aurifère et transféré à la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola. Le permis d'exploitation d'or, d'argent, de substances connexes et de platinoïdes attribué par décret numéro 94 257 PRM du 1er août de 1994 à la société de recherche et d'exploitation aurifère pour une durée de 30 ans est arrivé à expiration depuis le 1er août 2024. Le gouvernement a entamé des réformes du secteur minier qui ont conduit à une revue de toutes les conventions minières en place
en phase d'exploitation pour un meilleur partage de la rente minière. Cette revue a concerné également les pratiques opérationnelles de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola et leur conformité à la réglementation en vigueur en matière de transactions financières. Le projet de décret adopté renouvelle le permis d'exploitation de la Société d'exploitation des mines d'or de Sadiola pour une durée de 10 ans pour permettre la poursuite des opérations de la société dans le cadre d'un partenariat équilibré. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déclarant pupille de la nation en République du Mali. La loi numéro 2016-058 du 27 décembre 2016 institue les pupilles de la nation et les pupilles de l'État en République du Mali en vue d'assurer la protection des enfants pouvant prétendre à l'une de ces qualités. En application des dispositions de cette loi, le projet de décret adopté accorde le statut des pupilles de la nation à 225 enfants qui bénéficieront, entre autres, de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur, de la prise en charge des frais de scolarité au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire, de la prise en charge des frais d'apprentissage et de formation professionnelle, de l'octroi d'une bourse entière, de l'enseignement supérieur, du placement ou de l'adoption en institution spécialisée. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement, le www.scg-mali.ml, et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État après la remise de son rapport annuel 2023 au président de la transition, chef de l'État et aux autres institutions de la République, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation a effectué des missions de restitution du dit rapport dans les régions, dans le district de Bamako ainsi qu'à l'extérieur du pays, à l'intention de nos compatriotes établis au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sénégal. D'autres sessions de restitution se sont déroulées du 4 au 6 octobre 2024 par visioconférence à l'intention des ambassadeurs, des consuls et des Maliens établis en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Arabie Saoudite, en Iran, en Chine, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ensuite en Suisse, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Par ailleurs, conformément au plan opérationnel du ministère de la Refondation de l'État au titre du deuxième semestre 2024, il est prévu des sessions de vulgarisation et de partage des acquis de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre stratégique de la refondation de l'État à l'intention des forces vives dans les régions et dans le district de Bamako. B. Dès la tenue de la deuxième phase des sessions d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs, en exécution des instructions du président de la transition, chef de l'État, la première phase des sessions d'appropriation destinées aux membres des institutions de la République s'est tenue du 18 juillet au 1er août 2024. La deuxième phase est prévue du 8 au 14 octobre 2024 au Centre international des conférences de Bamako et à la Maison de la Presse. Les sessions se dérouleront en présentiel et en distanciel sous forme de présentations suivies des échanges avec les participants. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Les travaux de cette session qui se sont déroulés du 20 au 30 septembre 2024 ont été marqués par les interventions des représentants de 190 États membres des Nations unies et de 3 observateurs.
Le ministre d'État à la tête de la délégation malienne, comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre de la Santé et du Développement social, a prononcé le discours du Mali à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies le 28 septembre 2024. Les membres de la délégation ont participé aux rencontres des hauts niveaux organisées parallèlement à l'Assemblée générale, notamment le sommet de l'avenir au cours duquel les États membres ont adopté le pacte pour l'avenir qui réitère leur engagement à relever les défis mondiaux par le biais du multilatéralisme. Les ministres ont également eu des rencontres bilatérales avec des partenaires du Mali. En outre, en marge des travaux, la délégation malienne a rencontré la communauté malienne établie à New York, puis dans une démarche conjointe avec le Burkina et le Niger, les diasporas de la Confédération des États du Sahel installés aux États-Unis d'Amérique. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres et du lancement de la deuxième cohorte du programme à l'école de la citoyenneté. À l'école de la citoyenneté est un programme de formation et d'éducation citoyenne qui vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit patriotique en vue d'en faire des bâtisseurs, des défenseurs de la nation, des citoyens engagés et dévoués. Le programme offre aux jeunes une connaissance à travers des thématiques liées à la citoyenneté, au civisme, à la civilité, aux règles de conduite, à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble avec comme socle les valeurs ancestrales. La formation qui se déroulera du 1er au 15 novembre 2024 au Palais des Pionniers verra la participation des 100 jeunes venant des régions et du district de Bamako. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du deuxième projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Le projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux vise à promouvoir l'entrepreneuriat rural et l'intégration économique des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles et sous-secteurs non agricoles. Au cours de cette deuxième phase, 60 000 jeunes ruraux de 15 à 40 ans suivront une formation professionnelle ou bénéficieront d'une intégration économique à la faveur d'un emploi salarié ou dans une micro-entreprise. Le coût du projet est estimé à 59,5 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans allant de 2023 à 2030. Du démarrage, le 21 février 2024 à nos jours, le projet a réalisé une série d'activités pour sa mise en place et son opérationnalisation. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 26 septembre 2024 à Bissau, en République de la Guinée-Bissau. Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a relevé que l'activité économique au sein de l'Union est restée dynamique avec un taux de croissance du produit intérieur brut attendu à 5,9% en 2024 et 6,9% en 2025. Il a également noté une légère amélioration de la situation extérieure de l'Union due à l'évolution favorable des termes de l'échange et à la mobilisation accrue de ressources extérieures par les États membres. Au deuxième trimestre de l'année 2024, le taux d'inflation est ressorti à 4,1% après 2,9%, un trimestre plus tôt. Cette accélération du niveau général des prix est essentiellement imputable à une campagne agricole 2023-2024 moins favorable aux difficultés d'approvisionnement des marchés et au renchérissement des produits alimentaires importés et de l'énergie dans certains pays. Au cours de cette session, le Conseil de l'Union a adopté le projet de directive portant sur les zones humides urbaines et périurbaines et sur l'approche écosystémique de la santé des zones humides, le projet de règlement établissant les règles relatives à l'application des mesures sanitaires du domaine vétérinaire dans l'UEMOA, le projet de directive relative au système d'information
énergétique. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la levée de la suspension de l'importation, de la commercialisation des équipements de transmission et de communication dénommés kit Starlink. La suspension du kit Starlink avait pour objectif, dans une première phase, de préconiser le démantèlement et l'interdiction des terminaux Starlink sur toute l'étendue du territoire national et dans une deuxième phase d'examiner la faisabilité de l'utilisation légale du dit matériel au Mali afin d'avoir un ou des interlocuteurs officiels qui peuvent être contrôlés par les services nationaux. En dépit de cette interdiction, il est important de signaler que les kits vendus et installés fonctionnent toujours à travers le pays et peuvent se trouver entre de mauvaises mains. Dans la recherche d'une solution efficace, plusieurs actions et missions ont été menées par l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes relatives aux procédures d'appropriation de Starlink auprès des opérateurs de télécommunications, détenteurs de licences, des fournisseurs d'accès Internet au Mali et des régulateurs sous-régionaux. La levée de la suspension de l'importation, de la commercialisation des équipements de transmission et de communication Starlink s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de ces missions. Elle autorise pour une durée de 6 mois l'importation et la commercialisation des 10 équipements. Cette période sera mise à profit pour mettre en place un cadre réglementaire et une plateforme d'enregistrement et d'identification de l'ensemble des utilisateurs équipements Starlink dans notre pays. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et ce sera tout pour ce soir, Mariam. Merci et bonne suite des journaux. Merci beaucoup, Ibrahima Djomele. Et ce communiqué du gouvernement de la transition relatif au décès de Mme Traoré, Mariam Sissoko. Le gouvernement de la transition a la profonde douleur d'informer l'opinion du décès de Mme Traoré. Mariam Sissoko, ancienne première dame de la République du Mali, épouse de feu général Moussa Traoré, survenue le mardi 8 octobre 2024 à Bamako. En cette douloureuse circonstance, au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le gouvernement de la République du Mali et l'ensemble du peuple malien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille, aux anciens collaborateurs et aux proches de la défunte. Le gouvernement et l'ensemble du peuple malien prient pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Et nous venons de le dire, c'est hier mardi 8 octobre 2024 que l'épouse du président, le général Moussa Traoré, a rejoint au royaume des cieux son mari lui-même décédé le 15 septembre 2020. Traoré Mariam Sissoko s'en est allé à quelques jours de la date anniversaire de ses 80 ans. Clin d'œil sur une première dame du Mali indépendant, Souri Ibrahima Keïta. Elle était là sans être là, presque à faune le plus souvent, mais toujours omniprésente. Jamais première dame n'a fait couler autant de salive qu'elle au Mali. Mariam Sissoko, de naissance le 4 novembre 1944, dans le quartier de Sananfra à Kati, fille d'Adama Sissoko et Wali Diallo. Elle fait ses études primaires au Sénégal, en France et en Côte d'Ivoire, et secondaires en France et en Belgique. En 1963, après son mariage avec Moussa Traoré, elle prend le nom de Mariam et se convertit à l'islam. Elle aura 5 enfants de cette union. Mariam Sissoko exerce alors comme secrétaire bilingue
français-anglais à l'ambassade du Mali en Tanzanie, à l'ambassade des États-Unis au Mali et au ministère de l'Éducation nationale du Mali. De 1968 à 1978, par la forte influence des compagnons Tchekoro Bagayogo Kissimadou Kara Karim Dambélé de son époux, elle reste effacée. À la création en 1974 de l'Union nationale des femmes du Mali, UNFEM, elle en devient présidente d'honneur jusqu'en mars 1991. Elle se lance dans les affaires en aménageant à Senkoro, à Baguineda, une ferme de 214 hectares grâce à l'aide financière et technique du président Félix Houphouët-Boigny, que le peuple malien considérait comme construite avec l'argent du contribuable. Là, elle produit des céréales, des fruits et des légumes et élève du bétail pour produire du lait et de la viande. Et voilà la première dame entrepreneur. Un nouveau job qui imposera sa réputation pendant la dernière décennie du règne de son défunt époux. La nuit du coup d'État, mars 1991, Mariam Sissoko est arrêtée et conduite avec son mari au camp du commando parachutiste de Djikoroni. Elle est condamnée à mort en 1999, puis graciée en 2002. Réputée âme charitable, avec un sens aigu des relations humaines, elle reçoit en 1979 le prix Simba en récompense de ses nombreuses actions en faveur de la promotion sociale. Après Tarata Bala, qui aura assumé jusqu'au bout son attachement au jour fétiche du mardi, voilà désormais Tarata Mariam qui transforme une superstition en une croyance du mardi, comme l'illustre les mardis du 19 novembre 1968, du 28 février 1978, du 15 septembre 2020 et octobre 2024. Ainsi va la vie, qu'elle repose en paix. Et l'actualité, c'est le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Nous sommes dans la deuxième semaine, une semaine dédiée aux enfants et aux femmes. Pour l'occasion, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a remis des vivres et non-vivres aux pensionnaires du centre Oasis, du Point G et aux services psychiatriques et pédiatriques de l'hôpital. Le geste de solidarité vise à atténuer les souffrances des bénéficiaires. Le reportage de Awadit Makamara. Un geste de générosité et d'humanisme pour paraphraser le vagabond de la charité Raoul Folero qui disait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est le sens de cette cérémonie de remise de dons à ces couches qui en ont vraiment besoin. Il s'agit des femmes fistuleuses du centre Oasis, des malades mentaux du service psychiatrique et des enfants de la pédiatrie de l'hôpital du Point G. Nous avons souhaité marquer cette journée par une visite au centre Oasis. Nous avons l'honneur de leur apporter une aide concrète. Nous procédons à la remise de produits d'hygiène, dont 5 cartons d'eau de javel et 20 cartons de savon, ainsi que des vivres, incluant une tonne de riz et 20 bidons d'huile pour une valeur totale de 2 millions de francs CFA. Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, nous tenons à accorder une attention particulière aux malades mentaux, une autre catégorie de personnes souvent marginalisées. Nous avons décidé de contribuer à la prise en charge des malades mentaux par l'appui à l'ergothérapie et l'achat des médicaments psychiatriques pour une somme de 1 250 000 francs CFA. La marraine de cette semaine est Sangaré Umumba. L'ancienne ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille mesure le poids de la mission et se dit très touchée par le geste de solidarité envers cette couche. Nous avons placé ce mois sous le signe des catastrophes et nous saluons les plus hautes autorités de notre État qui ont eu la présence d'esprit, le bon sens de placer ce mois sous ce signe
Je suis très honorée par cette mission qui m'a été confiée. Cet acte du gouvernement apporte réconfort et espoir chez les bénéficiaires. Nous sommes solidaires entre femmes. Voir les deux ministres avec nous est très réconfortant. Je remercie les autorités pour cette marque de solidarité. Le ministre de la Santé, aux côtés de sa collègue en charge de la promotion de la femme, témoigne de la solidarité gouvernementale en ce mois dédié à l'entraide et à la générosité. On remercie le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui à travers ses œuvres sociales a montré que la solidarité est un comportement de tous les jours. Donc, exhorter, profite de ce micro pour demander aux femmes que le mois d'octobre, c'est aussi le mois Octobre Rose, c'est le mois de lutte contre les cancers de col, toutes sortes de cancers. Et demander aux femmes d'aller se faire dépister, d'écouter les médecins. Au cours de la semaine, d'autres actions similaires sont également prévues envers les veuves de militaires. Des fonds de roulement seront remis aux femmes victimes de violences basées sur le genre dans 8 régions du Mali, sans oublier des kits pour les enfants de la pouponnière. Octobre, mois de solidarité, mais aussi mois de lutte contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus au Mali. Un prélude de la campagne nationale de la promotion de la planification familiale couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. L'ONASR vient de procéder à sa traditionnelle remise de kits de dépistage. Plus de détails avec Awa Adama Coulibaly. Composé de spéculum, de seringues, de pinces à biopsie, bref, tout un arsenal d'examens nécessaires, ces lots d'intrants vont renforcer le plateau technique de dépistage des cancers dits féminins dans les centres de santé. Nos kits reçus sont pour Bamako spécifiquement et nous ferons une répartition dans les 6 communes du district de Bamako avant les jours J pour qu'on puisse être opérationnel, démarrer la campagne en même temps que les autres. Au regard des statistiques assez sombres sur les 2 cancers au Mali, le dépistage de proximité serait la dernière et la meilleure option après la sensibilisation. Notre organisation elle est bénéficiaire, mais ces intrants-là sont pour les communautés. Ces intrants-là sont pour les femmes qui sont en besoin. Non seulement ces couches n'ont pas accès effectivement à ces produits, mais aussi il arrive que beaucoup de ces couches effectivement sont démunies. Donc ce matériel sera réparti entre les régions de nos représentations pour faire des journées promotionnelles en faveur des femmes en âge de procréer, notamment pour le dépistage du cancer du sein et du col. D'ores et déjà, le Mali est assez préparé pour accompagner les personnes atteintes ou susceptibles d'être atteintes de ces cancers. Nous avons un laboratoire de prise en charge de tout ce qui est examen complémentaire. Nous avons vraiment une structure au point G qui s'occupe effectivement de tout ce qui est prise en charge des malades jusqu'à la rémission complète. Nous avons la radiothérapie aujourd'hui à l'hôpital du Mali qui est fonctionnelle. Donc pour dire que la chaîne de prise en charge, elle est complète au Mali. Du 10 octobre au 10 novembre, en plus des structures sanitaires, des cliniques mobiles vont sillonner l'ensemble du territoire pour les dépistages précoces. Session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs des membres du gouvernement était cet après-midi face aux forces vives de la nation. L'objectif final est de vulgariser le document dans le Mali profond afin de bénéficier d'une adhésion de toutes les sensibilités. Le compte-rendu de Alousseyni Touré. Le programme national d'éducation aux valeurs est un programme conçu par le gouvernement du Mali à l'effet de raviver les valeurs chères aux Maliens, à savoir les valeurs culturelles, sociales et républicaines. La présente session vise à mettre ce programme à la disposition des forces vives de la nation. À la suite de la remise officielle du document du PNEV, le président de la transition, chef de l'État, a instruit le gouvernement d'engager le processus de réappropriation de nos valeurs sociétales, culturelles et républicaines à l'intention de l'ensemble des couches de la communauté nationale afin de promouvoir une éducation civique, morale et patriotique. C'est dans ce cadre que la première phase des sessions d'appropriation du PNEV s'est tenue du 18 juillet au 1er août 2024 et était destinée
aux institutions de la République. Quant à la deuxième phase, qui se déroule du 9 au 15 octobre 2024, elle est destinée aux forces vives de la nation. À l'évidence, l'éducation aux valeurs consiste à former et armer le citoyen en lui faisant acquérir une culture morale et civique pouvant lui permettre de participer efficacement à la vie sociale et économique et de s'assumer pleinement face à ses devoirs. Le programme national d'éducation aux valeurs est axé sur une vision et a des objectifs et des axes stratégiques. Il sera mené suivant un plan d'action dans lequel toutes les couches, en particulier les médias, auront un rôle à jouer. À l'issue des échanges entre les forces vives et les experts, plusieurs préoccupations ont été soulevées. La communication des experts chargés d'animer la présente session a mis en exergue les passés glorieux de notre pays, son riche patrimoine historique et les merveilles qui font notre fierté. Elle a également porté sur la nécessité de renforcer l'éducation aux valeurs à tous les niveaux, de rétablir l'autorité parentale et la culture citoyenne et de promouvoir les idéaux du panafricanisme. Elle a enfin mis en évidence la nécessaire synergie d'action entre l'ensemble des couches de la nation, notamment la famille, communauté éducative, les acteurs institutionnels, la société civile et le secteur privé, en vue de réussir la réappropriation de nos valeurs positives pour un Mali nouveau, refondé avec un nouveau type de citoyen. De l'appropriation du contenu de ce programme dépendra son succès auprès des couches visées, les jeunes, les femmes, les hommes de culture, le monde paysan, tous contribueront à mieux enrichir ce programme pour qu'en fin de compte, notre pays puisse tracer sa voie, celle de la souveraineté intellectuelle. Sur un autre plan, la population au cœur de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, les femmes et les jeunes en première ligne, c'est le thème d'une campagne de sensibilisation initiée par l'AMATA, l'Alliance Mali-Taniè. Cette organisation de la société civile a tenu mardi à Kati un cadre d'information sur le concept du terrorisme et les stratégies de prévention. Tchemoko Konati. L'Alliance Mali-Taniè au cœur de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Une lutte implacable, non pas à travers la violence, mais en pesant de tout son poids dans la balance des sensibilisations. Sensibilisation qui implique toutes les couches de la société, avec en ligne de mire les femmes et les jeunes. L'Alliance Mali-Taniè s'adresse à la jeunesse résiliente, capable d'apporter des contributions significatives aux efforts déployés par le gouvernement de la transition. Forces de défense et de sécurité, légitimité traditionnelle, femmes et jeunes, toutes les forces vives de Kati ont été mobilisées pour cette séance de sensibilisation. Les membres du gouvernement invités pour la circonstance ont appelé à la vigilance tout en se démarquant de l'amalgame. Le thème proposé pour mener cette noble campagne, la population au cœur de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les jeunes et les femmes en première ligne, est une invitation à donner davantage de considération aux femmes, en ce sens que la femme est l'épicentre de la famille. Lorsqu'on parle de sécurité, c'est qu'il faut parler des forces de défense et de sécurité. Oui, parce qu'ils ont le monopole de la violence. Normalement, c'est limité exclusivement à eux d'utiliser la violence lorsque nécessaire pour pouvoir rétablir l'ordre. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Ce qu'on demande aux acteurs, c'est que vous, nous, citoyens, jeunes, femmes, nous sommes également partie prenante de cette sécurité. Pour dire que la sécurité est une nécessité absolue dont les besoins de la restaurer se fait plus que jamais sentir au Mali. Pour y parvenir, il s'agira de fédérer toutes les énergies. Cette séance de sensibilisation qui a été un succès sera élargie à d'autres localités du pays pour toucher le maximum de citoyens. Et nouvelle de nos femmes, à présent, les forces armées maliennes ont déjoué 2 embuscades sur la route de Ber dans la région de Tombouctou. La riposte des FAMA a permis de neutraliser ces terroristes et récupérer des armes de guerre. On en sait plus avec Abdoulaye Sakou.
l'efficacité, le professionnalisme et le génie des FAMA à l'œuvre dans la région de Tombouctou. Dans la matinée du 8 octobre 2024, aux environs de 11h, les forces du Mali ont tendu une embuscade devant nos hommes à 17 km à l'est de la ville de Tombouctou, sur la route de Ber. Les forces armées maliennes ne sont pas allées de main morte. Les assaillants ont été tout simplement neutralisés. Mais comme on le dit, la bêtise persiste toujours et les terroristes sont têtus. Afin de venger la cuisante défaite subie lors de l'attaque contre les FAMA de Ber le 6 octobre 2024, ces terroristes préparaient une embuscade contre la mission du commandant du secteur 3 de retour d'une visite d'autorité à Ber. Les forces armées maliennes, grâce à leur vigilance, ont déjoué ce dispositif d'embuscade au prix de quelques blessés légers. En revanche, plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel saisi. 46 pistolets mitrailleurs, une mitrailleuse 12-7, un mortier 60 mm, d'importantes quantités de munitions et divers matériels de guerre, y compris des matériels d'engins explosifs improvisés. Le chef d'état-major général des armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés FAMA et rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes continuent. En prélude d'une tournée européenne auprès de la diaspora malienne vivant en Espagne et en France, le programme Tunkarake a initié une visioconférence. Elle est à l'intention des banques partenaires du concept Point Diaspora et des responsables des associations Diaspora. Le but est de les informer sur les produits qu'offrent ces institutions financières à nos compatriotes à travers un système digital. Boubacar Bablé Touré. Les banques maliennes, plus que jamais engagées auprès de la diaspora malienne grâce au partenariat avec le programme Tunkarake. Avec cette initiative de la digitalisation de l'administration malienne prônée par les autorités, 3 institutions bancaires, à savoir Coris Bank, BESIC et BMS, entendent connecter la diaspora malienne à travers la mise à disposition d'un certain nombre de services dans le cadre du concept Point Diaspora du programme Tunkarake. Un concept qui offre l'opportunité à la diaspora malienne de bénéficier des services comme ouvrir un compte à distance, consulter son solde en temps réel ou une mise à disposition. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nos banques partenaires sont présentes dans 58 communes pour pouvoir donner la possibilité aux habitants de recevoir, effectuer les retraits des transferts de leurs ressortissants. Donc, ceci dit, l'inclusion financière est en marche à travers la digitalisation que le programme Tunkarake a déclenché entre la diaspora et les ressortissants des zones à forte migration. Pour une meilleure compréhension sur ces services bancaires basés exclusivement sur la digitalisation, une séance de visioconférence a été initiée par le programme Tunkarake. À titre d'exemple, notre diaspora envoie par an l'équivalent de 900 milliards de francs CFA. Soit le double de l'aide publique au développement. Malheureusement, ces envois sont faits par des canaux informels. Je pense qu'à travers le programme Tunkarake et le programme autour duquel aujourd'hui nous travaillons étroitement, il est important que la diaspora se rapproche des banques et inversement, que les banques également se rapprochent de la diaspora. Cet exercice d'information sur les produits que ces institutions financières peuvent offrir à la diaspora malienne se tient en prélude à une tournée européenne prévue en mi-novembre. Tournée que le programme Tunkarake et ses partenaires entendent effectuer auprès des compatriotes. Transition toute trouvée, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a échangé avec la commissaire de l'Union africaine chargée de la santé, des affaires humanitaires et du développement social. Les efforts du Mali dans le domaine de la gouvernance des migrations étaient au cœur des échanges. Le point avec Abdul Karim Kaba. Au cours de cette rencontre, la commissaire a exprimé sa reconnaissance pour les efforts continus que le Mali déploie dans le domaine de la gestion des migrations. Elle a également réaffirmé le soutien inconditionnel de l'Union africaine aux initiatives maliennes dans ces secteurs essentiels. Si nous voulons trouver une solution et bénéficier
de nos ressortissants qui sont à l'extérieur, c'est de s'attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières et aussi que les solutions passent par les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination. L'occasion était bonne pour le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer, de faire l'état des lieux des dynamiques migratoires au Mali. Ça a été un honneur et une réelle satisfaction d'avoir eu cet échange et cette rencontre avec Madame le commissaire, qui est aussi avant tout une sœur, qui a fait preuve de beaucoup d'intérêt et d'écoute sur toutes les questions qui concernent le Mali. Nous avons échangé sur les questions migratoires, sur les questions de gouvernance migratoire, sur l'expérience du Mali en la matière, mais aussi sur l'actualité de nos pays, notamment les questions de déplacés, les questions de déplacés internes. Je sors très satisfait de cette rencontre. Il a également partagé les expériences du Mali en matière de protection et d'assistance aux migrants, tout en exposant la vision des autorités de la transition de la migration. Le ministre a mis un accent particulier sur l'importance de l'opérationnalisation du Centre africain d'études et de recherche sur les migrations, auquel le Mali a apporté un soutien considérable. Ici au Mali, la saison des pluies bat son plein en ce mois d'octobre à Bamako et dans toutes les régions du Mali. Dans la région de Koutiala, l'on a enregistré hier mardi, tenez-vous bien, 260 mm de pluie par endroit et les jours à venir seront plus humides. Selon les experts de Mali Météo, pour en savoir davantage, notre reporter Daouda Kone et son équipe ont fait un tour en ville. Suivons-les. Dans la journée du mardi 8 octobre 2024, une forte pluie s'est abattue sur Bamako. La même journée pluvieuse fut plus intensive dans la région de Koutiala avec 260 mm par endroit. Ainsi, à Zebala, chef-lieu de commune, le village fut divisé en deux parties causant des dégâts énormes. En plus de Zebala, la commune de Sorobasso a été fortement touchée en ce sens que les villages de Kaziasso, Zingolosso, Nizanso et Furungosso sont déplacés. En termes de prévision, les services de Mali Météo affirment que cette situation risque de se répéter dans d'autres circonscriptions. Nous avons vécu en 24 heures une situation exceptionnelle où des fortes quantités de pluie ont été reçues dans beaucoup de localités et créant même des cas d'inondation un peu partout. Et c'est cette tendance qui est maintenue et qui va se poursuivre progressivement, surtout la partie centre et sud du Mali et pour se déplacer pour aller à la partie ouest du pays. Cette situation est due au changement climatique selon la directrice générale par intérim de Mali Météo. La mousson, actuellement, elle remonte et puis elle descend. C'est ça qui complique les choses. Les années normales, à cette période, la mousson a déjà amorcé sa descente pour quitter définitivement notre pays. Mais cette mousson, elle fluctue parce qu'il y a des apports d'humidité venant des océans Atlantique et Pacifique. Parce qu'il y a aussi un réchauffement anormal au niveau des côtes de l'océan Atlantique. Ce qui fait qu'elle fluctue. Et qu'est-ce que je peux conseiller à nos concitoyens? C'est de se mettre à l'abri chaque fois qu'ils verront qu'il y a des possibilités qu'il pleuve. La directrice de Mali Météo par intérim ajoute que la saison des pluies de cette année sera longue. Il convient donc de prendre des mesures idoines pour échapper aux inondations et assurer la sécurité alimentaire. Prudence avec les eaux de pluie. À Sélégué, plus de 73 millions de francs CFA seront injectés dans la mise en œuvre du projet Embouche Bovine, un projet initié par l'intercommunalité du bassin de Sankarani et financé par VNG International Mali. L'objectif est de créer des activités génératrices de revenus dans les 7 communes qui constituent l'intercommunalité du bassin de Sankarani. Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. La gouvernance locale au service du développement durable, c'est l'intitulé du projet Embouche bovine de l'intercommunalité du bassin du Sankarani
ICBS. Ce projet qui vient de lancer ses activités dans le bassin de Sangrani est financé par l'ONG VNG International Mali. L'objectif est de créer des activités génératrices de revenus. Cette journée solennelle qui marque le lancement du projet Embouche Bovine. Le projet Embouche Bovine émane du programme de développement intégré et durable du bassin de Sangrani. La DGCT a participé à la formation de ce projet et nous savons que les éléments quand même qui ont constitué à la formulation du projet sont des éléments réellement pointus. Le projet Embouche Bovine concerne directement 84 personnes en raison de 12 bénéficiaires par commune, constitués d'au moins 30% des femmes et 30% des jeunes. Pour rappel, VNG International est l'association des municipalités néerlandaises qui a été créée en 1912 et l'agence de coopération internationale a été créée en 1993 et intervient aujourd'hui dans plus de 40 pays. Elle intervient pour l'amélioration de la gouvernance locale. Nous savons tous que l'élevage bovin joue un rôle fondamental dans notre économie locale. Il constitue une source importante de revenus pour de nombreuses familles et contribue à la sécurité alimentaire de notre région. Cependant, il fait face à des défis considérables. Des méthodes d'élevage traditionnelles, l'accès limité aux ressources et au marché, ainsi que des fluctuations des prix qui entravent sa rentabilité. Cette cérémonie de lancement du projet Embouche Bovine a pris fin par la présentation du trophée de l'ICBS remporté au Bénin à l'occasion d'un concours organisé entre les collectivités de l'espace IMO. Lancement des travaux pratiques de haute intensité de main-d'œuvre à Kindé dans la région de Bandiagara. Il s'agit de la troisième composante du PAFEM, le projet de promotion de l'accès au financement à l'entrepreneuriat et à l'emploi au Mali. Une initiative gouvernementale qui vise à accompagner et renforcer l'inclusion financière des petites et moyennes entreprises à travers la mise en place des activités génératrices de revenus. Un projet financé par la Banque mondiale. Commentaire Boukari Koulibaly. Mobilisation des grands jours à Kindé dans la région de Bandiagara. Pour cause, le lancement des travaux de haute intensité de main-d'œuvre TP-IMO, une sous-composante du projet de promotion de l'accès au financement à l'entrepreneuriat et à l'emploi au Mali, PAFEM. Pour les 2393 bénéficiaires qui, à travers cette composante, va générer des distributions de revenus d'une valeur de plus de 287 millions de francs CFA pour 60 jours de travail chacun. Au-delà des gains de revenus individuels, les travaux publics vont fortement contribuer au renforcement du couvert végétal. Frappés de plein fouet par la crise sécuritaire, les 6 communes bénéficiaires saluent les autorités et leurs partenaires pour la mise en place de ces projets. Le projet doit contribuer à diminuer le taux de chômage, lutter contre l'exode rural et amoindrir le grand banditisme dans les localités cibles. L'UNICEF et son partenaire investiront plus d'1 milliard de francs CFA dans le financement de l'emploi de 5 167 jeunes de notre région. Nous encourageons les autorités communales et les autorités bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis à disposition, des ouvrages à réaliser et toutes les actions de renforcement des capacités établies par le PAFEM. En marge du lancement des TP-IMO, les autorités administratives et la population ont procédé à une plantation d'arbres, une autre composante parmi les 3 du PAFEM. À Kidal, dans le cadre de ces activités, le programme Développement durable dans la région de Kidal vient de former et équiper 52 apprenants dans plusieurs filières de formation. On peut citer la plomberie, le carrelage, la teinture, l'électricité, la menuiserie métallique et bien d'autres, nous dit Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar. Le programme de développement durable dans la région de Kidal, DDRK, a initié et a mis en œuvre en collaboration avec les collectivités, les services techniques déconcentrés du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Un programme de formation de courte durée qui vise l'autonomisation des jeunes et des femmes de la 8e région. On connaît des cadres bien outillés, bien formés,
pour qu'ils puissent au moins se donner aussi la connaissance aux jeunes, afin que nous ayons une main-d'œuvre bien qualifiée, le DDRK qui a toujours œuvré pour le développement de notre région. Je rappelle, le DDRK que je représente a toujours œuvré pour le bien-être de la communauté de Kidal à travers plusieurs volets, la santé, le développement rural, l'hydraulique, la formation professionnelle. Cette cérémonie va dans le sens de l'appui au dispositif FATS enclenché et dont les cohortes sont formées et certifiées dans plusieurs domaines. C'est la première fois que dans toute l'histoire de Kidal, qu'il y ait même eu un appareil de diagnostic des véhicules électroniques. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce au DDRK, nous avons pu avoir le logiciel. Et avec ça, désormais, les véhicules de la région de Kidal ne vont plus à Gao ou bien en Algérie ou bien faire déplacer quelqu'un pour venir leur faire leur travail. Le DDRK a doté en équipement les 14 maîtres d'apprentissage qui se sont engagés dans la dite formation afin de renforcer leurs capacités opérationnelles et contribuer à l'amélioration et à la qualité des équipements dans leurs ateliers respectifs. Ici à Bamako, signature aujourd'hui d'une convention de coopération d'assistance technique entre le groupe de la Banque mondiale par l'entreprise de International Finance Corporation, IFC, et le groupe Samamone. À travers cette convention, IFC entend apporter son soutien dans le cadre de l'inclusion financière et de la digitalisation. D'autres détails avec Mamadou Fane. Relever les défis de l'inclusion financière de manière innovante au Mali, c'est l'ambition du groupe de la Banque mondiale à travers l'International Finance Corporation, IFC, et le groupe Samamone. La signature d'une convention de coopération d'assistance technique entre l'IFC et le groupe Samamone est une réponse pour accroître les investissements dans les pays en situation de fragilité ou en conflit. Cet événement est un jalon important dans la mise en œuvre de la stratégie du groupe de la Banque mondiale, en particulier la Société financière internationale au Mali, notamment sur les aspects relatifs à la promotion des services digitaux, de l'accès au financement et de l'inclusion financière. Le projet d'assistance technique entre l'International Finance Corporation et Samamone aidera à renforcer les capacités opérationnelles du groupe Samamone et d'accélérer la croissance au Mali. Il s'agit de nous donner les moyens de devenir une entreprise alignée sur les standards internationaux. Cette assistance technique est un levier inestimable pour nous, car elle nous rendra plus compétitifs, plus structurés et mieux préparés à affronter les défis futurs. Notre but, c'est vraiment de leur donner les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à se développer techniquement, se développer d'un point de vue stratégique et aussi pour pouvoir diversifier leurs services. Aujourd'hui, ils font beaucoup de paiements, mais l'idée, c'est qu'après le paiement, ils puissent aussi fournir du crédit. Et avec la technologie, ça devient très facile de faire ça. Depuis sa création, Samamone s'est engagé à faire une différence dans les zones les plus difficiles. La signature de ce partenariat va renforcer les capacités opérationnelles du groupe pour le bonheur des populations maliennes. Et ceci devrait plaire aux tout petits. Figuira Édition vous informe de la parution de sa nouvelle collection 2024 de livres de jeunesse. Ils sont au total 13 ouvrages composés de 8 livrets de la collection Les Tout Petits, une collection qui s'exprime sur les coloriages de certains animaux et fruits. 5 livres pour enfants dans la collection Contes et légendes d'Afrique, dont Nana dans l'espace, Méré le mouton, entre autres. Des œuvres donc à retrouver désormais dans vos kiosques.
Actualité AES, plus de 300 participants, plusieurs panels, des rencontres d'affaires et des expositions. Voici le menu des journées économiques du Burkina Faso en Russie. La rencontre d'affaires s'est ouverte ce 8 octobre à Moscou sous la présidence du Premier ministre. À travers ces journées, les deux gouvernements veulent aller au-delà des relations politiques. Les journées économiques du Burkina en Russie, c'est du 8 au 11 octobre. Draman Guinée. Le monde des affaires burkinabé se déploie à Moscou. Les journées économiques du Burkina en Russie ouvrent ses portes sous la présidence du Premier ministre Apollinaire Joachim Sonkelem de Tambela. 4 jours durant, les investisseurs privés burkinabés et russes seront en opération de charme. Le textile, l'agroalimentaire, les mines, le transport, l'énergie, tous sont ici à la conquête du marché russe. Les journées visent à promouvoir la destination Burkina Faso à travers notamment les conférences et panels, des rencontres d'affaires entre opérateurs économiques burkinabés et ceux du pays d'accueil, des visites d'entreprises et des sites culturels en vue du partage d'expériences et une exposition de produits burkinabés dans le pays d'accueil. Nous sommes appelés à définir les possibilités qui sont les nôtres pour diversifier nos échanges, définir les programmes d'investissement, de promouvoir et soutenir les partenariats d'investissement, y compris dans le secteur minier de Burkina Faso où les sociétés russes sont déjà présentes. Ce sont des opportunités d'affaires offertes aux opérateurs économiques burkinabés et russes. Plusieurs patrons d'entreprises burkinabés sont au rendez-vous, qui pour vendre, qui encore pour acheter. Environ 300 participants sont mobilisés aujourd'hui, composés de décideurs politiques, des hommes d'affaires, en passant par les entreprises, prenant en compte plusieurs domaines d'activité économique des deux pays. Il y a les produits comme les noix d'acajou, les produits comme le sésame. Il y a beaucoup de produits que les Russes sont demandeurs, les mangues et autres. Donc nous aussi, nous avons donc des besoins de la Russie. Comme vous savez, c'est un pays producteur des engrais, du pétrole et bien d'autres choses. Le Premier ministre, patron de la cérémonie, appelle les entreprises à maximiser le profit, l'État étant prêt à fluidifier davantage l'axe Ouagadougou-Moscou. La partie russe annonce déjà l'allègement des taxes douanières sur les importations et les exportations entre les deux pays. Avec ces journées économiques, nous espérons que les contacts nécessaires seront établis dans le sens, n'est-ce pas, de l'intérêt de nos deux pays, du renforcement des relations économiques entre nos deux pays. Ce que nous cherchons maintenant, c'est un partenariat stratégique avec la Russie. Stratégique dans tous les sens du terme, militaire comme économique et culturel. Les journées économiques du Burkina en Russie, ce sont des panels et des rencontres d'affaires. Des expositions qui magnifient le Made in Burkina accueillent déjà des visiteurs. Le ministère en charge de la transition digitale, en collaboration avec l'autorité de régulation des télécommunications, a tenu ce lundi 7 octobre à Ouagadougou la cérémonie d'ouverture du conclave pour l'amélioration de la couverture de la qualité des réseaux sociaux. Cette rencontre a pour objectif de définir de nouveaux engagements afin d'améliorer la couverture et la qualité des réseaux sociaux dans les chefs-lieux des régions. Le reportage de Adama Gouti et Moussaki. Ouverture de la rencontre entre le ministre en charge de la transition digitale, le régulateur et les responsables de téléphonie mobile du Burkina. Sur la table des échanges, la qualité des réseaux dans les chefs-lieux de région. Il est important que nous puissions disposer de ces services-là pour nos populations, pour nos entreprises, pour notre administration, mais également assurer la qualité de ces services-là si nous voulons pouvoir tirer meilleure partie du potentiel qu'ils offrent. 4 jours durant, chaque opérateur de téléphonie mobile
va en concertation avec les techniciens du département de la transition digitale et l'autorité de régulation des télécommunications dégager les voies et moyens pour permettre aux Burkinabés de bénéficier désormais de meilleurs services de communication. Compte tenu du contexte de notre pays, qui est le contexte sécuritaire, voilà, il est important d'innover. Nous sommes conscients aujourd'hui de l'impact du numérique sur l'amélioration de la population, sur les impacts positifs et les externalités positives que ça a sur l'économie nationale. Et donc les opérateurs sont engagés à travailler de manière continue et à long terme pour toujours satisfaire le besoin de qualité. Pour la première responsable du département, l'amélioration de la qualité des téléphonies mobiles offre plusieurs atouts au pays. Elle favorise les échanges entre le Burkina Faso et les autres pays et du même coup stimuler l'innovation. Page noire, nous vous l'annoncions hier, Alou Djim, journaliste expérimenté et figure emblématique des médias maliens, est décédé le lundi dernier à Bamako. Hier mardi, une foule composée de ses proches, amis et collègues s'est rassemblée pour l'accompagner dans sa dernière demeure au cimetière de Nyarela. Son parcours marqué par un engagement sans faille a débuté à Mopti avant de s'étendre à des institutions clés de la presse malienne. Reportage Agibou Koulibaly. Alou Djim a commencé sa carrière journalistique dans la ville de Mopti à la radio Kaural, où il a su se forger une réputation solide en tant que défenseur de la liberté d'expression et de l'information de proximité. Son travail, consacré à la couverture de l'actualité au niveau local et national, lui a valu l'estime de ses confrères et la reconnaissance du grand public et de ses parents. C'est un garçon aimable, un parent parfait, qui aime les parents, qui aime servir surtout. Et la famille, le lien de la famille lui est très cher. Après ses années de service à Mopti, il a rejoint l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, une organisation qui regroupe les médias audiovisuels indépendants du pays. Il a été un grand professionnel des médias, un homme généreux qui a mis tout son savoir et son savoir-faire à la disposition de la corporation. Il a servi du niveau inférieur jusqu'au niveau supérieur. Animateur, journaliste, directeur des radios, secrétaire général de l'URTEL et membre de la haute autorité de la communication. Sa disparition est une perte immense pour l'ensemble de la presse malienne. Fidèle à ses engagements, Alou Djim a ensuite intégré la haute autorité de la communication AC, où il a œuvré pour la régulation et l'encadrement des médias, veillant au respect de l'éthique journalistique et à la protection de la liberté de la presse dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et politiques. D'abord, je présente mes condoléances à la famille biologique de M. Alou Djim. Je présente également mes condoléances à la famille professionnelle, celle de la presse et particulièrement de la radio, et à l'ensemble des personnes qui ont connu et qui sont impactées par le décès de ces valeureux hommes. Et puis au nom du gouvernement, priez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'agrée à son paradis et qu'Allah le bénisse et protège sa famille. Ses collègues et amis, parents se souviennent d'un professionnel intègre, passionné et dévoué à la cause de l'information. À travers son héritage, il demeure un modèle pour les jeunes générations de journalistes, incarnant l'idéal d'un engagement professionnel au service du public et de la vérité. Alou Djim repose au cimetière de Nyarela. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis.